Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Thibaut et vous écoutez le Jour Pop Off, le format sans filet et sans filtre du Jour Pop. Et aujourd'hui, je ne suis pas seul, mais je vais demander à mon invité comment je l'appelle. Est-ce que je t'appelle Hugo ou Paloma? Allez, tu vas m'appeler Hugo aujourd'hui. Hugo, Je ne d'accord. suis pas en drague, pour ceux qui regardent sur Facebook. Donc Hugo, alias Paloma, Ouais. on va papoter ensemble. Petit jingle et c'est parti. Tic tac, tic tac, tic tac. Comment ça va Hugo? Bah écoute, ça va, on est à Lyon. On est à Lyon, t'es à des Célestins, là tu joues depuis quelques jours et encore pour une semaine Ouais, je crois que que c'est d'espoir. Ouais, c'est la troisième aujourd'hui. C'est la première fois qu'on le joue hors de Paris. On avait fait une grosse exploitation à Paris au théâtre de l'Atelier. Et là, les Célestins nous ont proposé 2 semaines, ce qui est quand même très luxueux. Ouais. Donc j'ai 2 semaines à Lyon, donc beaucoup de saucissons pistachés et de pralines. Tu me dis que t'as fait un bouchon là juste Ouais, avant c'est qu'on pour ça si j'ai enregistre. des petits moments de où je m'endors, c'est normal. Charlie Vaudou m'a traîné dans un bouchon et on s'est pété le bide. T'as mangé quoi? Qu'est-ce que j'ai mangé? Un Chicago. C'est quoi, Chicago? Et ben, c'est un plat. Moi je connais les quenelles, les Ouais, bah c'est saucissons, un, les tripes. c'est des lentilles avec un saucisson pistaché et une sauce au vin rouge. Ouais, ouais, c'était Ah intense. ouais, Ouais, c'était très bon. d'accord. Bon, je vais devoir te Voilà. maintenir réveillé alors. C'est quoi la différence de jouer à Paris et de jouer à Lyon? Le public, je crois. Quoique Lyon et Paris, c'est quand même des publics assez similaires. C'est des publics qui ont l'habitude, je pense, d'aller au théâtre. Mais c'est plus sympa. Dès que tu sors de Paris, les gens ils sont quand même moins snobs. Ouais, tu le sens. Ouais, bah oui, oui, à Paris, même les publics qui sont très sympas. Il y a toujours un truc très parisien de on sourit, on applaudit poliment. Parce que le théâtre est moins un événement, tu vois, je sais pas comment dire. Je pense que les gens sont contents aussi et reconnaissants que les artistes se déplacent, tu vois, ce qui est Hmm. pas toujours le cas. Et là, je le vois, on a un accueil qui est trop génial sur ce spectacle. C'était déjà le cas à Paris, mais là, on le ressent vraiment. Parce que t'as fait la tournée Drag Race, t'as fait la tournée de ton spectacle. Ouais, Donc qui a t'as pas pas mal mal. tourné en France d'ailleurs. Bah, depuis Drag Race, l'année dernière, j'avais une pause où j'avais pas trop de tournées. Et je me souviens que j'avais une fan un peu hardcore qui avait écrit sur les réseaux première année que Paloma n'est pas en tournée. Je me dit oui, c'est vrai. Après Drag Race, j'ai fait 3 tournées. J'ai fait la tournée Drag Race, qui était quand même assez intense. Après, avec Bertha et Soa, on avait fait une tournée qui nous avait amené jusqu'au Canada avec un show qui s'appelait Excuse My French. Et après, j'ai eu la tournée de mon spectacle Paloma Pluriel qui a duré 2 ans, donc que j'ai fait 3 fois Lyon, je crois. Ouais, j'avais été te voir la Ouais, première date dans voilà. un petit théâtre Oui, au théâtre de de l'Ouest. banlieue. Exactement. Attends. C'était au début où on faisait des salles, je crois, de 300 places, en se disant on prend pas trop de risques, et puis on s'est retrouvé à la Bourse du Travail un an après, c'était trop bien. En préparant un peu notre discussion, j'ai un peu rebalayé tout ce que tu fais. Et tu fais du drag, on t'a connu comme ça, mais tu es aussi comédien, tu fais de la mise en scène, Ouais. tu chantes, Oui. t'as fait un album, Oui, bon, t'as un podcast, ouais, t'as écrit un livre. ouais. Combien d'heures tu dors par nuit? Mais le pire, c'est que je dors, mais je sais pas, moi j'ai un peu la bougeotte. En fait, dès que j'aime pas les vacances. J'aime bien 2 jours rien foutre, et puis au bout de 2 jours, je culpabilise. Donc en fait, moi, je sais pas trop dire non. Euh, je suis un peu un pleasure boy, tu vois. J'ai Ouais. envie de faire plaisir, les gens me proposent des projets, je suis là, ah oui, trop bien. Et après, je peste en regardant mon planning, je me dis, oh là là, je rêve d'un jour off. Mais je sais pas, c'est tellement une chance en fait d'être Ouais. sollicité. Je sais ce que c'est que de galérer, tu vois, les années avant Drag Race. J'ai toujours bossé, hein, j'ai toujours fait plein de trucs. Ma vie a pas tellement changé en termes de planning, mais si j'étais pas à l'initiative des projets, il se passait rien. Euh, Moi, c'est surtout en fait la diversité en fait de tout ce que tu fais ouais, mais j'ai toujours fait ça. et qui est assez cohérent en fait. Tout se Bah, lie d'une façon ou d'une autre quoi. maintenant, j'ai l'impression on me félicite pour ça, alors que pendant très longtemps, c'était un handicap. Ah ouais. Ouais, ouais, quand j'étais même au lycée, j'avais une compagnie que j'avais montée au lycée, vraiment. Donc je montais des spectacles et je faisais les coiffures, je faisais les costumes, je faisais la déco. Tout le monde me disait, mais qu'est-ce que t'es dispersé, mais j'ai toujours aimé tout faire, en fait. Je suis hyper manuel et en même temps, j'ai envie de faire des trucs intellectuels aussi. Et si je fais que des trucs intello, je m'ennuie, j'ai besoin de faire des trucs manuels. Donc en fait, je suis un peu un touche-à-tout. Et après, quand j'ai commencé ma carrière et que j'étais au cours Florent, je faisais ça, j'étais comédien, je faisais de la mise en scène et en même temps, pour gagner des sous, je faisais habilleur, costumier ou coiffeur, perruquier ou maquilleur sur des tournages.
Et les gens me disent, ne dis pas que t'es comédien, ne dis pas que t'es metteur en scène, ou alors ne dis pas que t'es coiffeur. Parce que c'était mal vu, quoi. Il fallait faire un truc et le faire bien. Et moi, je faisais un peu tout, un peu médiocrement, mais je faisais un peu tout, tu vois. Enfin, médiocrement, c'est moi qui dis ça pour être faussement modeste, mais je... T'apprends en fait. En Ouais, faisant j'ai aussi. appris plein de trucs en faisant C'est ça. comme Et ça, en en fait, fait, hein. quand j'ai rencontré le drag, vraiment, bah, c'était hyper cohérent de savoir faire tout ça. Tu vois, tout à coup, savoir faire de la coiffure, du maquillage, des costumes, être sur scène, savoir diriger, enfin, avoir fait du cinéma, enfin, tout ça a été un atout, quoi. Et c'est pour ça que le drag, c'est devenu évident pour moi, parce que bah, j'étais enfin à un endroit où je pouvais... tout ce que j'avais appris était utile. Hmm. Ouais. Mon podcast, il est consacré à la pop musique. Oui. Et toi, tu es aujourd'hui une figure de la pop culture francophone. Tu t'en rends compte ou Non, pas? pas du tout. En fait, c'est hyper bizarre de l'intégrer, quoi. En fait, je me rends compte. En fait, ça veut surtout dire une chose, c'est que il y avait un énorme vide Surtout, oui. de culture queer en France. En tout cas, de culture queer par des personnes queer. Je pense que des personnes queer visibles dans le milieu pop, comme tu dis, à part Bilal, en France, il y avait personne. Oshi. En 2022, tu veux dire, une fois que Ouais, t'as quand gagné, j'ai gagné oui, non. Drag Race, il y avait Oshi et Bilal qui s'en prenaient plein la Oui, gueule. toujours, hein. Oui, toujours. Mais ils étaient vraiment les seuls à porter les couleurs du drapeau. Et beaucoup de gens étaient dans le placard ou se défendaient un peu de faire partie de la communauté, ce qui est parfois pire, d'en faire partie et de ne pas vouloir porter les couleurs. C'est pas toujours facile pour la communauté. Et vraiment, je me suis pris ça en pleine tronche. Je me suis dit, waouh, je suis une personne queer et je suis extrêmement médiatisé d'un coup. Et on est en France. Et en fait, bah ouais, j'ai Tu plein de savais choses à que faire. à l'intérieur de toi, tu avais ce qu'il fallait pour être armé à affronter tout ça? Oui. Ouais. Oui, oui. Enfin, ça veut pas dire que ça m'a pas fait peur, mais je me souviens, je le dis tout le temps, mais c'est Soa qui nous avait un peu réveillés avec la grande dame parce que on était dans ce truc de Drag Race quand on s'est retrouvé en finale à se dire ouah, c'est génial, ça va changer nos vies, c'est quand même dingue, puis le show va être super, on a fait un truc génial. Et on avait fait notre discours, tu sais, où il nous montre les photos. Hmm. Et, euh, et Soa, juste avant, nous a dit on n'est pas là pour parler de nous, on est là pour parler pour la communauté. Et j'avais pas forcément envisagé ça comme ça avant parce que je m'étais pas rendu compte de l'ampleur ou du travail qu'il y avait à faire en France. Et c'est vrai que quand l'émission est sortie, il y a eu une espèce de truc. Là, c'est marrant parce qu'aujourd'hui, je pense qu'il doit y avoir, j'y connais rien, mais il doit y avoir un match de quelque chose. Il y a plein de gens dans les bars autour du théâtre qui se rassemblent pour regarder des matchs. Je ne Je sais sais pas quoi. ce qu'il y a non plus, hein. Je sais pas ce que c'est, je n'aime pas le sport, C'est mais pas notre culture. ce n'est pas notre culture. Mais en tout cas, il y a des rassemblements partout et je me dis, bah, en fait, c'est ce qu'on a eu. Drag Race a provoqué ça. Oui. Tu vois, on avait vraiment ça dans la rue, il y avait des bars remplis de gens et il y avait un côté un peu révolution culturelle pour toute une communauté. Pendant la diffusion, je me suis rendu compte que ça dépassait le cadre du concours ou du phénomène télé. Et donc quand j'ai eu le micro le jour de ma victoire, j'étais là, bon, est-ce que je parle de mes perruques? Enfin non, tu vois, sans intérêt, vraiment. Après, le phénomène pop, comme tu dis, ça me dépasse un peu parce que j'ai pas de recul là-dessus. Je m'en rends compte quand je rencontre, bah, notamment en région, quand je rencontre les fans et que parfois j'ai des gamins, des gamines qui sont en larmes, qui me tendent des carnets de dessin, qui connaissent toute ma vie par cœur ou qui bloguent sur moi. Enfin, je tombe parfois sur des sites où je me dis, ah ouais, c'est très bizarre Ouais. ce que cette émission a créé. Alors j'ai un peu vite fait balayer ta vie, en tout cas, Ouais. et on va faire un petit jeu pour rythmer un peu cette discussion. Comme ton premier spectacle, c'était Paloma au pluriel, et tu incarnais différentes femmes, Mhm. j'ai choisi 4 femmes, et tu vas piocher les 4. Hein, Ouais. Comme ça va un peu rythmer notre discussion, Ok. et on va savoir de qui tu vas parler en premier. C'est des femmes qui... Je suis excité, ça. C'est des femmes qui, de mon point de vue en tout cas, marquent ton parcours Ok. de ces dernières années, ou même peut-être Je suis avant. sûr que c'est très pertinent. Alors le premier nom, c'est quoi? Ah bah, sans surprise, c'est Mylène. Ah Je me demandais si elle allait arriver tout de tombée suite vite. ou pas. Bah, je l'ai pioché direct. S'il ne devait en rester qu'une, ça serait Ça elle, serait évidemment. Mylène. Alors je peux raconter une petite anecdote Ouais, quand même. vas-y. Tu m'as connu avant que je t'ai connu. Oui, bien sûr. C'est ça en fait C'est l'histoire. vrai, c'est vrai. Parce que quand j'ai regardé Drag Race, un épisode c'était le challenge des 1000 Mylène ou Ouais, je sais la plus le nuit nom. des 1000 Mylène. La nuit des 1000 Mylène. Et t'avais jamais évoqué Mylène Farmer avant dans l'émission?
je crois que j'ai fait une ref. J'avais cité une parole de chanson. Ouais. Mais en fait, j'en avais fait plein en confessionnal. Je m'étais dit, tu vas faire des refs à Mylène tout le temps et ils en ont pas gardé tant que ça. D'accord. Et c'est vrai que quand il y a eu cet épisode-là, j'ai dit ah mais Paloma en fait est fan parce que je me souviens tu avais parlé de Laurent Boutonnat. Pour citer Laurent Boutonnat, faut vraiment connaître, etc. Et en fait après j'ai découvert que tu avais écouté le podcast Histoire 2 que j'avais fait avec fan, archi fan. C'est même pas que je suis fan du podcast, c'est que ça a été. Faut dire un truc quand même, c'est que les fans de Mylène, on a été malmenés pendant longtemps. Enfin, moi quand j'étais au collège, au lycée. Quand je disais que j'aimais Mylène, c'était vraiment, on se foutait de ma gueule. Il y a vraiment eu une période où Mylène a été une énorme star. Elle a toujours été une énorme star, mais elle était très branchée dans les années 80-90. Et puis il y a un moment où c'est devenu ringard d'aimer Mylène. On a le même âge, hein. Donc on a fait la même adolescence. Hein. C'était avant que l'ombre, pas facile, point de suture, tout ça. Ouais. C'est ça, et t'étais automatiquement taxé. Oui, c'était l'époque avant que l'ombre, point de suture. Et t'étais automatiquement taxé de gothique, ce que j'étais, on va pas se mentir. Mais c'était un peu mal vu. Enfin, moi, je sais que les gens un peu mélomanes se foutaient de ma gueule. Dans ma famille, qui était très branchée musique classique, c'était ah mon Dieu, la gothique de service. Et je vois que maintenant elle est redevenue l'icône qu'elle a toujours été, mais aux yeux du public maintenant elle est intouchable. Et ça me fait plaisir parce que quand vous avez sorti votre podcast, ça a été quand même un énorme phénomène. Et je me suis dit enfin on donne ces lettres de noblesse à Mylène, et je trouvais que vous lui avez vraiment rendu hommage, quoi. En fait on voulait faire un podcast par des fans et pour des fans. Oui, mais c'est pas un truc de fans sans stéro, pour autant laisser les gens de côté. Ouais. Tu vois, et essayer de raconter à juste hauteur, c'était vraiment l'objectif qu'on avait. Tu vois. Puis il y a de l'analyse. Enfin, je pense que vous auriez pu mettre vachement d'affect dans le truc et vous l'avez pas fait. Au contraire, il y a même des moments où vous vous autorisez à critiquer plein de trucs qui sont critiquables. Et puis j'ai appris énormément de choses en vous écoutant surtout. C'est quoi ton premier souvenir avec Mylène ? C'est la pochette de Anamorphosé. J'étais petit. Alors, anecdote, je l'ai jamais raconté. La seule fois de ma vie où je me suis fait arrêter par la police, c'était pas vraiment la police, c'était des agents de sécu. Je devais avoir 12 ans. J'étais dans une galerie marchande avec ma mère qui faisait les courses, et on était rentré dans un... C'était pas une Fnac, mais c'était l'espace culturel du Leclerc. Du Leclerc, voilà, exactement. Ouais. Et j'étais tombé... Alors moi, je venais de voir au cinéma 8 femmes, donc j'étais obsédé par 8 femmes. Et j'étais tombé sur 2 pochettes, la pochette de la BO de 8 femmes et la pochette de Anamorphosé de Mylène Farmer. Je ne savais pas qui était Mylène, je n'avais jamais écouté, mais la pochette m'a... C'était... je sais pas, mon instinct m'a guidé vers cette pochette. Et à 12 ans, je me suis pas dit, c'est interdit d'ouvrir le blister des... Ah, t'as ouvert le CD. J'ai ouvert les blisters et j'ai commencé à feuilleter. Et je me suis fait attraper par les agents de sécu, j'ai été emmené derrière et non, tout. Ils abusent. Horrible. Et moi, en larmes, c'est l'enfant complètement traumatisé. Je pensais pas faire une bêtise, on m'a accusé d'avoir voulu voler le truc. Ma mère, évidemment, a dit, mais vous êtes sérieux, il a 12 ans, il a juste voulu regarder ce qu'il y avait dedans. C'était mon premier contact. Et en fait, il y avait une fille dans ma classe qui était fan de Mylène, elle s'appelait Justine, je l'embrasse. Et j'avais appris, elle m'avait dit un jour qu'elle était fan de Mylène. Et moi, j'écoutais pas Mylène, donc je m'étais mis à écouter tout Mylène Farmer. Mais vraiment, pour lui plaire. Ouais, j'avais envie de base, c'était ça. Ouais, j'avais envie d'être pote avec cette fille, donc je m'étais dit tiens, je vais écouter ce qu'elle écoute. En fait, j'étais hyper influençable au lycée, j'avais pas vraiment de personnalité. Un coup, j'avais essayé d'être racaille, j'avais essayé d'être ceci, d'être cela, rien de m'allait. Et puis je m'étais dit tiens, je vais être gothique, ça va être cool, ça me va bien. Je suis un peu dark, machin. Et cette fille, elle était gothique et je me disais je vais être comme elle. Et je m'étais mis à écouter Mylène, mais comme ça, et ça a été un choc mais absolu. Et c'est le premier objet de Mylène que j'ai eu bien avant les CD. C'est le DVD du Millennium Tour que j'ai regardé. Si je te dis 500 fois, je pense que je suis en deçà de ce que j'ai pu. De la réalité, je le regardais tous les jours. Et ça a été une obsession. Pour moi, c'était. Il y a des gens, ils vont à la messe. Moi, je regardais le Millennium Tour. Tu vois. Pour moi, c'était la perfection. Je l'ai vu en vrai, le Millennium Tour. Je peux crever. Quand les gens me disent ça, je peux crever. Ça me rend dingue. C'est un moment marquant dans ma vie aussi, tu vois. Je veux bien le croire. Mais t'étais très jeune. En fait, c'était totalement improbable. Je te refais l'anecdote. Ouais. Mon voisin savait que j'aimais beaucoup Mylène Farmer et en fait, il était vigile à Bercy. Et il dit à ma mère et moi, Mylène vient la dernière date à Paris, là, le 13 décembre. Je vous fais venir au concert, là, vous pouvez venir. Et donc, il fallait se pointer à l'entrée des artistes... à, je sais pas, 18h, quoi, un lundi soir. Pas passer la journée à faire la queue d'heure. Ah bah non.
Donc avec ma mère, tu vois, on arrive, elle vient me chercher à l'école et tout. Et j'avais jamais fait de vrai... Attends, t'es de quelle année, toi? Moi je suis 90, j'avais 9 ans. Ah ouais, t'avais 9 ans. Putain. J'avais 9 ans. Et donc on arrive là, dans les loges, enfin, à l'entrée des artistes, tu vois. Et là, il y avait quand même deux, trois personnes qui zonaient, dont une meuf qui était rousse, coiffée comme elle, tu sais, le chignon de l'époque. Bien Et je pense sûr. qu'elle voulait gruger et tout. Le mec vient nous chercher. Et là, en fait, on traverse toutes les loges de Bercy. J'avais jamais mis un pied à Bercy avant. Moi, j'ai connu Bercy par les loges. Et en fait, on rentre dans la salle qui est vidée. C'était avant l'ouverture des portes. Et Bercy était en placement libre à ce moment-là. Donc nous, on se place dans les gradins, premier rang, pile en face et tout, tu vois. Et en fait, je longe par le rideau, tu vois, qui était un peu aspiré par la scène. Parce qu'on voyait rien, hein. Et moi, je ne savais rien de Mylène Farmer en spectacle, hein. J'avais juste Yann Moramento que j'aimais beaucoup, tu vois. Et donc, on s'assit comme ça, on attend 2-3 minutes. Et là, ce souvenir, je n'oublierai jamais, j'entends un bruit de fond. Et en fait, c'était les fans de la fosse qui commençaient à rentrer en hurlant. Mylène 10 ans après, c'était moi, hein. Wow. 10 ans après, je faisais la même chose, hein. Et donc, du coup, voilà, on attend, le spectacle commence et tout. Et là, Millennium commence. Et je ne sais pas, enfin, tu vois, tu ne sais pas ce que tu vas voir. Et là, je vois cette statue immense derrière le rideau et elle qui sort de la tête. Et en fait, il y a un côté où je me dis, pour moi, c'était normal, en fait. Ouais. C'était ça, un spectacle, un vrai spectacle, Ouais. tu vois. Et en fait, ça a scellé quelque chose en moi à tout jamais, quoi. Et le lendemain, dans ma chambre, je prenais le rideau Bien sûr, ouais. et je faisais un ventilo et c'est l'amour parti. naissant, ouais, bien sûr. Voilà, quoi. Donc, mais ce concert est parfait. Après, moi, je ne l'ai vu qu'en captation et c'est sublimé. Ah bah oui. Après, je n'ai pas vécu le concert en lui-même, donc je ne sais pas si c'était moins bien, mais pour moi, c'est un fantasme ultime, quoi. Quand t'as postulé à Drag Race, quand t'as été retenu à Drag Race et que t'as vu qu'il y avait un challenge Mylène, ouais. Là, tu t'es dit, c'est pour moi. C'était atroce, parce que j'avais rêvé, évidemment, que ça arrive. Puis j'avais quand même beaucoup parlé de Mylène dans ma vidéo de présentation, donc je pense qu'il savait que ça collait parfaitement avec le challenge, tu vois. Mais j'étais là, mais c'est horrible, on me demande de choisir un look de Mylène. J'ai envie de tout faire. Donc je m'étais dit, je vais faire genre 4 ou 5 reveals. Je vais commencer Je te rends ton amour. En dessous, ce sera l'amour naissant. Après, en dessous, il y aura la tenue du medley. Ah, c'était tout Millennium Ouais, Tour. je veux Millennium Tour, ouais. Mais et puis même, je m'étais dit, je vais enlever, puis je vais terminer nu comme dans la fin d'Avant que l'on. Ouais. J'avais tout en tête. Et ouais, c'était dur. Et on était. Oh, je vais dire un truc que je suis pas censé dire, mais c'est pas grave. On s'était un peu appelé certains et certaines. Oh, qu'est-ce que tu fais? Je ne voulais pas qu'il y ait quelqu'un d'autre qui fasse la même chose. Pour moi, c'était horrible. Et Cam, au tout départ, je voulais faire l'écorché parce que vraiment j'adore ce look. Et Cam, qui n'aime pas Mylène et n'y connaît rien, m'a dit c'est le seul look que j'aime, vas-y, laisse-moi faire. J'étais ok, je te laisse faire l'écorché. Et l'autre personne qui avait prévu de faire le manteau de Je te rends ton amour, c'était la briochée. Je me suis dit, bon, elle partira avant, c'est pas grave. Et l'histoire m'a donné raison. Mais c'était incroyable. C'est la seule fois où vraiment j'ai une sortie de corps sur scène pendant le défilé. Ouais. Tous les autres fois, je m'amusais, j'étais content d'être là. Et puis moi, la télé, c'était pas du tout un endroit inconnu pour moi. J'étais vraiment très à l'aise avec l'environnement et pas du tout inquiet de quoi que ce soit, à part peut-être de l'image qu'on allait donner de moi. Mais ce jour-là, c'était hyper émouvant. Et je me souviens, j'avais acheté... c'est un accomplissement, en fait, quelque part. Ouais. C'était fou. C'était comme de faire un énorme câlin à l'enfant que j'ai pu être, quoi. Et j'étais sorti de l'hôtel en douce un dimanche, parce qu'on avait un jour off. Je dis des trucs, j'ai pas le droit de dire, mais c'est pas grave. Et j'étais allé au Disney Store sur les Champs-Élysées pour acheter le Bambi. Ah. Ouais. Et je voulais... C'est ref niche, hein. Et je voulais le planquer dans mon costume, et à un moment, quand j'avais le manteau, le ramasser, l'embrasser et le jeter au jury, comme elle fait. Bah oui. Voilà. Et juste avant, parce que je suis très honnête, j'en ai parlé à la prod, j'ai dit je vais faire ça. Ils m'ont dit bah non, c'est Disney, on n'a pas le droit de montrer c'est copyright. Du coup, je l'ai gardé, mais je l'ai jamais j'ai pas pu l'utiliser. Et j'ai vraiment fait un micro malaise quand je suis sorti à la fin du défilé. J'arrivais plus à respirer, j'étais tellement ému.
C'était complètement dingue. Tu penses que Mylène, elle a aimé le spectacle de Lady Gaga? Parce que t'étais assis Elle pas était- loin. Ah, mais j'étais là, elle était là. Elle était devant. Ouais, après, moi, j'étais très gêné de. Parce que je voulais pas trop la regarder. J'ai pas du tout envie d'avoir ce rapport de fan avec elle. Et du coup, je voulais pas faire ma grosse groupie. Bah, alors, c'est raté. J'ai fait une story, elle a fait le tour d'internet. Bah oui, Je pense c'est- qu'aujourd'hui, elle doit me détester à cause de ça. Mais ouais, elle avait l'air de s'éclater. Après, je pense que c'est impossible quand t'es Mylène Farmer de te détendre dans un Zénith ou à Bercy, quoi. Tout le monde te regarde. Ouais. Vraiment, tout le monde l'a regardé. Donc, je me suis On dit, avait bon. un peu à DM au moment de Nevermore et on s'était dit qu'on était un poil déçus Ouais. du spectacle. Qu'est-ce que tu verrais, toi, comme si elle faisait une nouvelle scène là d'ici 2 ans? Comment Bah, tu verrais ça? En fait, moi, je trouve que Mylène, son Comment tu le endroit. rêverais, plutôt? Ouais, pour moi, Mylène, sa salle, c'est Bercy. On est d'accord. Je trouve que, bon, la défense, c'était incroyable parce qu'il y avait des moyens de dingue, mais même c'était presque trop grand pour elle. Je trouvais qu'elle était un peu étouffée par la technique, alors que la technique était vraiment sublime. Mais Bercy, je trouve que c'est vraiment sa salle. Ça lui permet de faire des trucs de dingue qu'elle ne peut pas faire ailleurs. Et moi, je trouve elle peut vieillir avec des choses plus piano-voix, plus théâtrales. Enfin, moi, par exemple, dans le dernier concert, je trouve que les meilleurs moments, c'était les ballades. Mhm. Et tous les moments un peu épiques. Euh, En fait, finalement, les moments chorégraphiés, ça fait plaisir à tout le monde, mais maintenant, je m'en passerai. Tu Ouais. vois. Finalement, ce que je retiens de Mylène, c'est l'émotion qu'elle me provoque, plus que le. J'ai pas d'attente, si tu veux, d'énormes spectacles avec des énormes chorégraphies à l'âge qu'elle a. Je suis pas mélancolique de ce qu'elle pouvait faire Bien à sûr. 40 ans, mais je trouve qu'elle devrait aujourd'hui retourner à quelque chose de plus intimiste et ça marcherait très bien. Plus en proximité et Ouais, Bercy ouais, lui ouais, permet. ouais. Bon, on va faire le jeu ultime de Mylène. Le jeu ultime, c'est de savoir quelle est ta chanson préférée de Mylène Farmer. Ah, mais bon, bah Ah bah écoute. merde. Bon, alors, j'ai quand même sélectionné 15 chansons pour connaître ta deuxième chanson préférée de Mylène Ok. Farmer. Un duel et à chaque fois tu choisis. Uh-huh. Ok. Alors, California ou Sans Logique? California. California ou Sans Contrefaçon? California. California ou Avant que l'ombre? California. California ou Pourvu qu'elle soit douce? California. California ou À quoi je sers? California. California ou Désenchanté? California. California ou Tristana? California. California ou Inamoramento? Ah, c'est horrible. Alors, l'album Inamoramento, c'est vraiment mon album préféré. Mais Inamoramento n'est pas ma chanson préférée dans l'album, donc je vais quand même dire California. California ou Je te rends ton amour? C'est les deux chansons que je performe le plus de Mylène. Je peux les respirer, je connais tous les silences. Mais je pense qu'il n'y a aucun plaisir qui dépassera celui de California. California ou Comme j'ai mal? California. California ou Optimistique moi? California. California ou C'est une belle journée? California. California ou Je t'aime mélancolie? Ah, c'est dur. J'aime beaucoup Je t'aime mélancolie. California. Et California ou Ainsi soit je? California. California ou Pas le temps de vivre? Ah, pas le temps de vivre. Bon, on a bien parlé de Mylène. Ouais. Il y a encore 3 prénoms. Mais ma deuxième chanson préférée, c'est Pardonne-moi. Ah bah, j'espère qu'elle la chantera. Ah, un jour. j'ai arrêté d'y croire. Mais j'ai mis en scène chez Madame Arthur Oui, une spéciale j'ai vu, Mylène oui. et j'avais mis Pardonne-moi dedans. Et des fans sont venus voir, ils m'ont dit merci, parce que c'est la seule fois où on a vu cette Ah chanson bah en ouais. live. Peut-être que si Mylène nous entend. Elle est incroyable cette chanson. Alors, deuxième prénom. Fanny Ardant. Juste pour un peu revenir Ouais. sur Drag Race, parce que Bah oui. c'est le personnage que tu avais fait dans le Snatch Game. Ouais. Ce choix, il s'est imposé ou pas? Je limite depuis que j'ai 10 ans, depuis Ouais. 8 femmes, tu vois, de 11 ans. Donc c'était évident que c'était un peu mon joker, ma carte joker. Je l'avais fait en vidéo de casting. Je savais que je la faisais bien. Et en fait, j'avais Roselyne Bachelot en backup. Et ils m'ont dit non, fais Roselyne, c'est drôle et tout. Je leur ai dit mais je tiendrai pas. C'est très long le Snatch Game, l'enregistrement. J'ai pas assez de blagues, je l'ai pas assez fait dans ma Mhm. vie pour. Et Fanny, ça a été.
Je pensais pas que ça allait devenir un phénomène pareil. C'est ça que j'allais te demander en fait. Est-ce que finalement le fait que ça devienne un phénomène, comme on dit, que les gens te ressortent, Tout le temps. les homosexuels c'est romanesque, Ah, etc. oui. C'est pas la meilleure récompense finalement? Si, bah, c'est trop chouette. Et puis, ce qui me fait plaisir surtout, c'est de voir à toutes les prides, des affiches de panneaux. moi en Fanny Ardant avec marqué les homosexuels, c'est tellement romanesque. Ce qui est drôle d'ailleurs, parce qu'elle est quand même un peu tout sauf une woke. Tu vois, elle a quand même des sorties très problématiques très régulièrement. Et je me dis, en fait, finalement, et beaucoup de gens me disent ça, on aime Fanny Ardant grâce à toi, Ouais. mais en réalité, je crois on préfère ta version que Ouais. l'original, ce qui m'amuse. Mais oui, oui, puis je l'ai joué dans mon spectacle après pendant 2 ans, mais maintenant, c'est fini. C'est fini, Fanny. Et il y a un autre spectacle d'ailleurs ou pas? Ouais, je commence un peu à l'écrire, mais j'ai tellement de trucs que je sais pas quand. Mais il y aura une suite. Mais il y aura d'autres actrices. Mais Fanny, je pense que j'ai fait le tour. Entre Quotidien, Drag Race, la Oui, tournée, oui, oui. je l'ai exploité, quoi. Bon, on a déjà beaucoup parlé de Drag Race, donc je vais pas. C'était aussi pour parler de Drag Race, Oh, mais bon, je ça savais peut pas à te faire quel. plaisir. Mylène nous a pris beaucoup de temps. Mais Mylène, je peux faire un podcast entier sur elle. Clémentine, oh Clémentine Clémentine Célarié, bien sûr. Parce qu'en fait, là, t'es à Lyon pour Que d'espoir, mais tu joues aussi Ouais. Potiche. Alors Potiche, c'est une pièce des années 80, c'est Ouais, ça? fin 70-80 de Barrier et Grédy, qui sont 2 auteurs de théâtre, qui ont beaucoup écrit pour Au Théâtre ce soir. Et qui a été. Moi, je connaissais Par via le le film, film bien sûr. de Ozon avec Deneuve. Bah, c'était un énorme succès quand c'est sorti à l'époque, parce que c'était Jacqueline Maillan qui l'avait joué. Et en tournée, c'était Daniel Darieux. Donc ça a été un énorme succès. Mais ça n'a jamais été rejoué depuis, à part quand ils ont fait le film, adapté au cinéma par François Ozon avec Catherine Deneuve. Et là, on rejoue 40 ans après la pièce, et c'est Clémentine Célarié qui joue le rôle titre. Et moi, je joue Nadège, la secrétaire un peu coquine. Et j'ai l'impression que c'est une belle rencontre, Clémentine Célarié. Bah, J'ai vu une quelques icône, promos que t'as bah oui, fait mais c'est avec une elle. icône. Mais moi, j'ai grandi avec les Sœurs Soleil et puis la blonde, donc les hommes, je les consomme. Il y avait pas les braqueuses ou. Ah si, les braqueuses de Jean-Pierre Moi, Jean-Paul c'est Salomé, comme ça, oui. bien Et les sûr. Sœurs Soleil aussi. Les Oui. Sœurs Soleil, mais les braqueuses, c'est vraiment bien. Les Sœurs Soleil, c'est vraiment un gros nanar. Oui. Et elle le sait d'ailleurs, on en parle. Mais moi, j'ai ce régulièrement. souvenir-là. C'est les deux filles. Enfin, quand je cherche le plus lointain souvenir que j'ai Ouais. d'elle. Et d'ailleurs, les hommes, je les consomme, c'est Esther, la choriste de Mylène, qui chante Mais la on le chanson. disait dans le podcast. C'est vrai. Voilà. Ouais. Moi, je l'ai appris avec mes amis Clément et Ludo. Et ça me fait toujours beaucoup rire, cette info. Voilà. Mais Clémentine est géniale, et puis c'est une vraie alliée. Et elle est vraiment comme on l'imagine, quoi. Ouais. Elle est fun, elle est marrante, elle est pas du tout star. Elle dit des conneries toute la journée, on rigole beaucoup. Et elle adore le drag, elle adore la commu, en fait. Vraiment. C'est une drag queen. Ouais. Enfin, c'est un personnage de drag quand même. Complètement. Clémentine Mais Célarié. elle rêve que je la mette en drag, d'ailleurs. Je devrais la mettre en Mylène, ce serait drôle. Moi, je la vois rousse. Je crois qu'elle est plus rousse maintenant, Non. mais. Non, elle est bien blonde. Mais ouais, elle est super, et le spectacle, c'est un vrai bonheur. C'est un carton, donc on espère que ça va tourner beaucoup. Tu t'éclates au théâtre? Oui, mais moi, c'est vraiment ma maison, le théâtre. Hmm. Et ça me fait plaisir parce que pendant des années, je m'étais un peu interdit de jouer. Peut-être parce qu'après, Florent me disait, ouais, mais qu'est-ce que tu vas faire? Tu sais jouer que ça, que jouer des travestis. Parce que, enfin, je sais pas, j'ai l'impression que les gens n'avaient pas l'imagination de m'imaginer ailleurs non plus. Et je m'étais dit, bah, en fait, je vais être metteur en scène, ce sera très bien, et je ferai que ça. Donc j'ai beaucoup mis en scène les autres. Et je me suis privé pendant longtemps d'un plaisir énorme de jouer, alors que j'aurais pu me mettre en scène moi-même. Et vraiment, le drag m'a permis de revenir à la scène. Et quand j'ai fait Paloma au pluriel, c'était une résurrection, quoi. Je me suis dit, mais j'aime tellement jouer, c'est tellement mon endroit, je fais ça depuis que je suis enfant. Et là, d'être avec une troupe et de jouer tous les soirs, c'est tellement joyeux, et j'aime trop ça. Parce que t'es quand même, je vais le dire avec mes mots, hein, mais c'est pas le parcours un peu qu'on attendait d'une reine du drag un peu cliché, parce qu'on avait beaucoup les visions américaines, Ouais. de faire beaucoup de lip sync, etc. Et Ouais. toi, t'as apporté quelque chose, t'as apporté ce que tu es, donc quelque chose de totalement différent. Ouais, je pense que c'est très Finalement. français aussi, c'est qu'en fait dans la saison 1, mine de rien, on venait tous de milieux différents et de formes d'art différents. Tu vois, Soa qui faisait vraiment du cabaret, Bertha du burlesque, Lolita de la danse de salon. Enfin, on avait chacun un peu notre truc. Et après, il y a des américaines aussi qui sont très très spectacles. Je pense à Jinx Monsoon, à qui on me compare tout le temps.
Oui, ou et Bianca Del Rio. Oui, ou qui Bianca, fait que- voilà. Mais c'est encore un autre truc parce qu'il y a le stand-up aux États-Unis, c'est quand même très, Ouais. c'est très répandu. Puis c'est du roast, c'est très américain. Et Jinx, elle vient plutôt de la comédie musicale, comme beaucoup de drag queens qui viennent d'écoles de comédie musicale, qui sont formées à ça. Nous, en France, il n'y a pas de formation quand tu fais du drag. C'est soit tu as un background de danse, de chant, de théâtre, ou alors tu fais ça comme complètement en amateur et puis tu te découvres un talent en le faisant. C'est comme ça qu'on se retrouve avec des gens non compétents dans Drag Race, d'ailleurs. Non, je plaisante. Pas. Mais moi, j'avais cette chance d'avoir quand même fait 20 ans de théâtre, même plus que ça. Donc, ouais, 25 ans de théâtre quand j'ai fait Drag Race. Donc, ça me donnait quand même un background artistique pour faire du drag. En fait, il y avait finalement tout à construire quand tu dis qu'on te laissait pas Oui. ta place avant. Bien sûr. Oh, bah, c'est encore le cas, hein, même encore aujourd'hui. Oui. Le drag est quand même très récent en France. Mais ouais, j'ai trouvé une place où il y a. C'est pas qu'il y a que moi, mais c'est que je me sens très légitime là où je suis. Je suis comédien, je fais du drag et je sais que en faisant ça, mine de rien, j'ouvre peut-être une porte aussi à plein de Par exemple, comédiens. là, dans Potiche, tu joues un personnage féminin. Oui, Sous les traits de Paloma, ouais, Paloma, bien en sûr. fait, tu vois. mais même là, on est à Lyon pour jouer Que d'espoir de Valérie Le Sort. Je suis pas en drag. Valérie m'a dit c'est pas du drag, c'est vraiment du clown plus qu'autre chose. Mais je joue des rôles féminins aussi et des rôles masculins, mais surtout des rôles féminins. Et en fait, je le vois parce que je suis retourné au cours Florent il y a pas très longtemps pour faire un jury pour la classe libre. Et il y avait plein de jeunes queers. Qui avait pas à ton époque. Ah non. Vraiment, quand j'étais à Florent, moi, vraiment naïvement, quand je me suis inscrit au cours Florent, je me suis dit, ça va être Undo Stress. Tout le monde va danser dans les couloirs, il y aura des PD partout, ça va être génial, ma vie sexuelle va être homo fixe. Pas du tout, j'étais le seul à outer. Ah ouais. C'était hyper hétéro en fait. Et alors il y a eu plein de gens qui ont fait leur coming out après, évidemment. Mais il y avait un peu cette pression il faut être le jeune premier hétéro qui va jouer Roméo, tu vois. Donc tout le monde voulait jouer ça, quoi. Et moi j'étais là, je voulais jouer Lady Macbeth et Madame dans les bonnes de Genet. Et on me disait, mais qu'est-ce que tu vas faire de ça? Tu vas pas en faire une carrière? Et ben la preuve, c'est que si, je peux travailler en faisant ça. Il y a suffisamment de comédiens qui peuvent jouer Roméo. Moi, ça me va de pas jouer Roméo. Et ça me fait plaisir de voir qu'il y a plein de jeunes comédiens qui m'écrivent et qui me disent, bah grâce à toi, on s'est autorisé à monter sur scène en robe. Voilà. Et des filles aussi qui me disent, bah c'est tous les rôles masculins qu'on voulait jouer, maintenant on se dit, bah on va les faire. Il n'y a pas de raison. C'est un avancement de l'époque, c'est un avancement. Ouais, puis le travestissement au théâtre, c'est quand même vieux comme le monde, Oui. tu vois. Je sais pas pourquoi on s'offusque aujourd'hui de voir Je le vois, hein, même avec Potiche, où on a quand même un public qui est très bienveillant, mais parfois il y a des personnes un peu âgées qui sortent en disant, ah, mais pourquoi il y avait ce travesti sur scène? Je sais pas, excusez-moi, mais il y a 300 ans en Angleterre, les pièces de Shakespeare, c'était encore des hommes qui jouaient les femmes, tu vois. Ça fait partie de notre tradition au théâtre, le travestissement. Je digresse un tout petit peu, mais je l'ai pas fait dit, mais tu as sorti un livre avec ta camarade Elodie Petit, Queen. Queen. Bien sûr, ouais. Et où c'est l'art du drag dans le monde, c'est Ouais, ça ouais. Il y avait eu un premier tome coécrit par Mathieu Bobardelière et Nicky Doll qui s'appelait Reine, dans lequel j'étais moi. On embrasse Mathieu, on l'aime beaucoup. On embrasse Mathieu qu'on adore. Nicky aussi, je la connais pas, mais... Oui, bien sûr. On les embrasse. Et là, c'est la version internationale, donc c'est 25 portraits de Queen à travers le monde. Et t'as découvert des choses? Ouais. C'était génial. En fait, avec Elodie, on s'est partagé le travail. On en a fait la moitié chacun. Et en fait, on a vraiment découvert au-delà du drag, parce que c'était un peu un prétexte aussi pour parler de la culture queer dans chaque pays et aussi de la situation des personnes LGBTQ+ dans chaque pays. On s'est rendu compte qu'en fait, tout le monde vit plus ou moins les mêmes choses à des degrés différents. Et qu'il y a encore beaucoup de pays où c'est quand même très très compliqué d'être une personne queer. Je le savais, mais je me suis confronté à des récits vraiment dramatiques où je me suis dit, j'ai quand même de la chance d'être français et de pouvoir faire mon métier en France, quoi. Et aussi des pays où le drag est vieux de centaines d'années, où c'est presque même folklorique, et où ça pose de problème à personne. Et tu t'attends pas à ça, tu dis, tiens, je vais m'intéresser au drag brésilien, est-ce que vraiment je vais apprendre des choses? Bah ouais, en fait. Y a des sous-cultures, comme le Brésil, c'est composé de plein d'ethnies différentes et de
de peuples différents, bah en fait il y a des peuples où c'est vraiment le drag existe depuis toujours et c'est même un truc qui est pratiqué par des hommes hétéros. Ouais. Et c'est un peu le cas aussi dans certains pays d'Asie aussi. En fait, on a découvert plein de trucs comme ça. Et on s'est dit, c'est marrant. On essaie tout le temps de nous dire que le drag, c'est un peu une invention du 21e siècle et que C'est pas qu'on RuPaul qui a débarque, inventé que le c'est drag. RuPaul qui a inventé ça. Mais c'est pas vrai du tout. On est là depuis très longtemps. Je suis très content que ce dernier prénom arrive en dernier, Qui justement. ça va être? Attends. Ah, Bambi. Merci d'avoir mis Bambi. Ah, ça me touche. Parce que c'est un projet là que tu as Ah oui, en oui. ce moment. Ouais. C'est un biopic, c'est quoi C'est un biopic, oui. Techniquement, c'est un biopic Ouais. parce que je raconte la vie de Marie-Pierre Pruvot. Donc, pour celles et ceux qui ne la connaîtraient pas, c'est Marie-Pierre Pruvot, une des pionnières des luttes trans, grande artiste de cabaret chez Madame Arthur et au Carrousel dans les années 50-60. Et qui est une des premières avec Coccinelle à avoir eu un changement d'état civil, à s'être fait opérer. Et puis, elle est devenue prof dans l'éducation nationale. Elle a écrit des livres. Enfin, c'est vraiment Une pionnière. une pionnière qui a aujourd'hui à 90 ans et qui est quand même une femme admirable. Donc oui, c'est un biopic parce que je raconte 20 ans de sa vie, mais c'est pas Dalida Oui. ou Edith Piaf. Si tu veux. Elle est quand même pas si connue du grand public, donc je pense que beaucoup de gens vont voir le film en voyant un film de fiction. Mais et je prends aussi beaucoup de liberté parce que c'est compliqué de raconter la vie de quelqu'un comme Bambi en 1 heure et demie. Hmm. Et puis surtout, je ne raconte pas que sa vie, je raconte aussi 20 ans de cabaret et 20 ans de lutte trans et tout un groupe de femmes trans qui évoluent en même temps qu'elles. Donc Et tu réalises. j'écris, je réalise. Ouais. Et t'en es où là? Je suis dans la partie chiante du financement, donc je dois réécrire des trucs parce que le film coûte très cher. C'est un film sur 3 décennies, donc En c'est- costume. enfin, c'est Ouais. hyper compliqué. Mais ouais, là, on a fait les castings. Normalement, je tourne, j'espère, à l'automne. Enfin, c'est le cinéma. On sait quand on commence, mais on sait jamais quand on C'est finit. facile d'avoir des financements pour un film comme ça? Mais c'est jamais facile d'avoir des financements, surtout pour un film comme ça. Après, j'ai de la chance, c'est que je travaille avec Alain Goldman, qui est un très gros producteur, Mhm. qui, pour une raison qui m'échappe parfois, a eu un coup de cœur pour moi et pour ce sujet, et qui se bat bec et ongle pour que ce film se fasse avec des vraies ambitions de cinéma et que ce soit pas un énième film queer indépendant. Ce qui est formidable, hein. Moi j'ai eu la chance de faire partie de la Queer Palm il y a 2 ans, de voir beaucoup de films queer indépendants. Mais en fait, c'est le problème avec le cinéma queer, c'est qu'il n'y a jamais d'argent. Mhm. Parce que les distributeurs ont peur, les producteurs ont peur, c'est des sujets de niche. Et en réalité, on a besoin aujourd'hui d'un film queer qui soit... Et on le voit avec la série It's Ethied Rivalry, ouais. Rivalry, merci. Ça a un succès énorme. Donc, il y a Tu l'as vraiment... vu ou pas? Non, j'ai pas regardé. Ça m'a pas donné envie. Mais C'est pas terrible. c'est pas terrible, très bien. Non, c'est pas terrible. Et si je peux faire une petite parenthèse, c'est une vision de l'homosexualité de la part des hétéros. Je Ouais, sais pas bah, si tu vois ce que je oui, veux dire. bah, le peu d'extraits que j'ai vus Voilà. m'ont bien fait penser à Et ça. c'est. Mais Ouais. au moins, c'est un sujet, sans l'avoir vu, je me dis, bon, ça prouve quand même qu'il y a un vrai public pour ça et que c'est pas juste la commu qui regarde ce genre de trucs, Oui. vu le succès que ça a. Donc je pense vraiment qu'un film queer aujourd'hui peut être, en tout cas sur un sujet queer, peut être un grand film populaire. Et c'est l'ambition qu'on a, c'est de faire un film populaire à la hauteur de La Môme ou tu vois, ce genre de film. Donc c'est une grosse pression sur mes petites épaules. Mais Surtout- c'est en rêvant grand qu'on Ah, bah, réalise bien de sûr. grandes choses. Hein. Et puis j'avais cette ambition et qui d'ailleurs est devenue possible aussi parce que le producteur me suit là-dessus. C'est que le film n'est joué que par des femmes, des vraies femmes trans. Donc on a fait un casting de femmes trans qui sont toutes des inconnues, comédiennes, absolument C'est génial. démentes. Et on en a, ouais, je crois que dans le film il y a une quinzaine, vingtaine de rôles de femmes trans. Et ça c'est un vrai... bien. Finalement c'est devenu plus important pour moi de faire ça que de faire un film. Ce serait un non-sens. Oui, non, mais même c'est devenu mon cheval de bataille. C'est-à-dire Mm. qu'aujourd'hui, ce film, ça fait 2 ans que je travaille dessus. Évidemment que je veux raconter la vie de Bambi, mais mettre en lumière toutes ces femmes trans est devenu presque plus important pour moi. Et pour Bambi elle-même, qui est complètement intégrée au projet. Très hâte de voir ça. J'espère. Et que ce soit un carton et qu'ensuite tu fasses le biopic de Mylène. Tu sais que, on en a parlé dans mon dernier podcast, c'est un rêve que j'ai, mais pas de faire un biopic de Mylène, parce que je sais qu'elle détesterait. Et puis qu'est-ce que tu veux dire sur Mylène? Mais j'aimerais faire une fiction, une espèce de polar qui se passerait à New York,
Je sais pas si t'as vu Backstage, le film d'Emmanuel Avec Berco. Izzy Lebesco et Emmanuel Seigné, Emmanuel Seigné, oui. qui était quand même très vaguement inspiré de Oh bah, la Mylène. promo était totalement Voilà. ciblée là-dessus. Hein. Même la musique. Hein. Oui, oui. Et en fait, j'aimerais bien faire un C'était, polar. pour dire, c'était une chanteuse qui était harcelée par une par fan. une fan, voilà. Et il y avait des scènes de concerts et de... Full Mylène. Voilà, tout était très Mylène. quoi. Mylène. Et moi, j'aimerais écrire une espèce de polar comme ça qui se passerait en 48 heures à New York dans le cadre des répètes du Millennium Tour. Ok. Ouais, voilà. Je sais pas si tu vois tu l'as forcément vu, les backstage Bien du sûr, Millennium Tour. bien Pour moi, sûr. c'est une image, mais d'ailleurs, on s'en est inspiré avec Faust. On va sortir, je sais pas quand sortira ce podcast, mais on sort le clip de Manifesto. Et en fait, on s'est inspiré de ce documentaire des backstage du Millennium Tour. Et ça m'a toujours beaucoup inspiré de l'avoir marché avec cette robe Gautier à rayures et ses petites sandales avec ses chaussettes, ses lunettes de soleil, son chignon dans New York. Je me dis, mais c'est trop une ambiance de polar. J'ai envie d'écrire un film de fiction qui se passerait dans ce contexte-là, où Mylène serait un personnage et il y aurait Thierry Suc et compagnie. Enfin, j'adorerais faire ça. Ok. Faudrait qu'ils me disent oui. Ça me paraît hautement peu probable. Ben écoute, merci beaucoup Paloma, on papote, hein. On pourrait pas Ah oui, on papoter pourrait parler de Mylène toute la journée. des heures. Je te souhaite merci pour ton temps déjà. Merci à toi. Je te souhaite un bon spectacle, plein de belles choses pour la suite de tes projets. Ouais, merci. Qu'est-ce que je peux te souhaiter là? Une bonne digestion, c'est bon? Je t'ai Non, aidé à souhaite-moi digérer plein de pognon pour mon film. Ah bah oui. Ça, c'est ce qu'on peut me Ça souhaiter va. en ce moment. Merci Thibaut. Merci. What you waiting for?